Cayetano Escudero Palas vivait depuis toujours dans la maison familiale. Il en était le seul habitant depuis son retour du service militaire. 4 ans dans la marine. Quand il revint sur les lieux de son enfance et de son adolescence, son père était mort depuis 2 ans. Le sous-marin que servait Cayetano en tant que simple matelot était en panne à Cartagena et Cayetano avait obtenu 4 jours de permission pour aller enterrer son père. Mais le sous-marin avait pris feu et la permission avait été annulée. 2 ans plus tard, quand l'autocar le déposa au pied de sa montagne natale, sa mère l'attendait. Elle lui annonça qu'elle avait un cancer. Ils montèrent à pied jusqu'à la maison, prenant le temps de se rafraîchir de l'eau des fontaines qui bornaient ces kilomètres de poussière et de solitude. Elle mourut 3 mois plus tard, dans sa chambre, dans des souffrances que Cayetano ne pouvait pas imaginer, même s'il avait assisté à l'agonie de plusieurs de ses compagnons d'armes, brûlés par le carburant du sous-marin, voire mis en morceaux, toujours vivants, par l'explosion des munitions. Le prêtre fit son travail, le croque-mort aussi. La famille s'intéressa à l'héritage, mais renonça à y dénicher de quoi grossir son propre patrimoine, et Cayetano trouva du travail comme mécanicien dans un garage automobile, plus bas, dans la vallée. Il descendait et montait à cheval, sur une puche, achetée d'occasion. Il sentait et voyait à quel point les femmes étaient désirables. Il en avait connu quelques-unes pendant son service dans la marine. Elle ne l'avait pas inquiété, mais il avait reconnu qu'elle n'était pas à son goût. Il se souvenait de Miranda. Il ne la revit pas. Elle avait fui le pays sans laisser de traces et sa sœur était déjà mariée. Il salua les anciens amis, but avec eux aux terrasses des cafés en observant les touristes allemandes, mais il ne trouva pas chaussure à son pied. Ce n'était pas faute de s'être dépensé en procédure de séduction. Le prêtre lui conseilla de renoncer à la femme, aux enfants et toutes ces choses qui n'étaient pas faites pour lui. Il ne comprit pas pourquoi elles n'étaient pas faites pour lui, et l'heure de la retraite sonna, comme on dit, et depuis il vivait en solitaire, dans sa maison, cultivant un jardin parfaitement irrigué et s'adonnant à des travaux d'entretien, car la maison vieillissait plus vite que lui. Mais ces travaux ne constituaient en rien un combat. Il s'en nourrissait comme du porc qu'il élevait à Lubac, dans ce qui restait d'une autre maison que personne n'habitait plus depuis longtemps. Il ignorait s'il en était le propriétaire ou si son père lui avait raconté des histoires. Le fait est que le cochon s'y trouvait à son aise, du moins jusqu'au jour où le boucher venait le transformer en nourriture plus qu'humaine. À peine l'odeur du sang éparpillée par le vent, un autre cochon prenait possession des lieux et une certaine amitié s'établissait entre l'homme et l'animal. Voilà qui était Cayetano Escudero Palas, au moment où commence cette histoire. Je pourrais parler du pays, de ses gens, des coutumes, des autres héritages, des histoires et autres légendes, mais ce n'est pas le sujet de ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, chère, très chère Donna Elvira. Vous me connaissez, siempre al grano. Je vous parlais du vent, celui qui chassait les odeurs de la Matanza, le massacre. Ainsi nomme-t-on le sacrifice du cochon, comme si la trahison de cette amitié avait un sens. Passons. Il y avait un autre vent, un vent mauvais, un vent qui s'en prenait à la maison, qui avait l'intention de la détruire, de faire disparaître le passage des Escuderos à cet endroit précis de la Sierra. Une ligne de hauts cyprès protégeait la maison de ses assauts. Il venait de la mer et se heurtait à ce solide mur de branches muettes mais têtues. Il le secouait, mais ne le franchissait pas. Ainsi même, les tuiles de la maison n'étaient pas inquiétées. On les entendit s'entrechoquer pendant la nuit, mais jamais le vent ne parvint à en arracher une à cette solide construction romaine.
Cayetano était heureux de vaincre le vent. Il y avait longtemps qu'il ne luttait plus contre personne, ni contre quelque chose. Certes, sans les cyprès, il aurait perdu ce combat, mais il éprouvait une intense satisfaction à voir et entendre le vent échouer à emporter la maison et son vieux foyer au diable, où on ne savait où tellement le pays était vaste. Il finissait toujours par se perdre dans les montagnes et on l'entendait rager dans les vallées et les sommets avant que le ciel ne mette fin à cette absurde tentative d'en finir avec la race à laquelle Cayetano appartiendrait tant qu'il serait vivant. Après sa mort, il n'y avait pas de fils, ni même de fille, et la race s'évanouirait dans le passé, d'où elle venait sans autre explication que le sentiment de lui appartenir. Un soir, le vent revient. Enfin, d'après-midi, Cayetano avait constaté que la mer était en colère, luttant elle aussi contre le vent, mais avec de si pauvres moyens qu'elle ne pouvait rien faire pour empêcher ses flots de s'élever en vagues furieuses, qui venaient s'abattre contre le rivage de galets et les falaises surmontées de pins toujours penchés. Cayetano s'apprêtait à se coucher. Il s'était lavé tout le corps dans la fontaine qui se trouvait dans le jardin, lequel était entouré d'une haie aussi solide que le mur de cyprès, mais le vent n'avait pas le pouvoir d'atteindre le jardin, qui était comme un lieu sacré. Cayetano s'y débarbouilla, puis il se plongea en se pliant autant que son âge le lui permettait dans l'étroit bassin, posant son cul sur les barres de fer qui avaient leur utilité. Puis au moment de regagner la maison, ses habits sur le bras, et l'air séchant doucement sa peau, il entendit le vent qui revenait sans rendez-vous comme d'habitude. La nuit allait être agitée, mais pas pour les rêves. Cayetano demeurerait éveillé, dans son lit, le drap sous le nez et les jambes pliées, regardant par-dessus ses genoux la fenêtre, dont le rideau se tordrait dans une espèce de douleur, car la fenêtre était sans vitre. Comme on fait là-haut depuis toujours, le vent allait perdre encore. C'était gagné d'avance, mais tout le temps qu'il soufflait, se contorsionnait, partait, revenait, sifflait comme un diable dans les feuillages des cyprès. Cayetano le passait à douter de l'édit, qui voulait, depuis que les cyprès avaient imposé leur barrage, que le vent finisse par renoncer pour aller se perdre dans les montagnes, et ensuite dans le ciel, qui lui est éternel. Mais pour l'heure, Cayetano était tout nu dans la nuit qui tombait. Il regardait le ciel, distinguait nettement les nuages qui se bousculaient mollement en attendant l'orage. Et alors, il se passait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était jamais arrivé en 50 ans de vent et de nuit sans sommeil. Et ce n'était pas un nuage plus noir que les autres. Cayetano reconnaissait les nuages comme s'il les avait inventés. Mais c'était quelque chose d'aussi léger que le nuage, d'aussi fragile que le vent emporté sans se soucier de l'effet produit sur l'esprit de l'homme qui observait le phénomène. Pourtant, quand il arrivait que le vent s'acharne sur un nuage en particulier, il le déchirait et les morceaux s'éparpillaient sans ordre parmi les autres nuages, ce qui provoquait chez l'homme un sentiment de compassion. Mais les larmes qui coulaient alors sur ses joues étaient de colère, car ce nuage déchiqueté était comme un avertissement qu'il figurait la maison des Escuderos et que ça finirait par arriver, parce que les cyprès ne durent pas aussi longtemps que les chênes, exactement comme les hommes ne durent pas aussi longtemps que leurs croyances. Cayetano, tout nu dans l'air qui s'agitait contre sa peau, leva encore la tête, la tenant maintenant presque à l'équerre de ses épaules. Le nuage, si c'était un nuage, tournoyait dans le vent comme l'image de la colère de celui qui veut détruire, qui sait qu'il détruira un jour et qui trouve le temps long, car le temps appartient au ciel. Il l'entendait comme un grondement, mais aucun éclair n'avait illuminé le désert ni les montagnes. Le nuage noir et géométrique s'élevait très haut, si haut qu'il devenait de la taille d'un chevreau, puis redescendait à une vitesse fulgurante, grossissant, menaçant la terre, mais pas la maison. On
imagine mal ce qui se produirait si un nuage tombait sur la maison. Rien sans doute, un peu d'humidité, une sensation électrique peut-être. On dit tant de choses à propos des nuages. Mais le nuage se déplaçait alors vers le nord. On sentait bien que le vent ne parvenait pas à le projeter contre la maison, en guise d'avertissement ou simplement pour fanfaronner. Et d'un coup, le vent renonça à son entreprise d'intimidation. Le nuage n'était plus soutenu. Il cessa de tournoyer pendant un instant, comme s'il réfléchissait à ce qui allait lui arriver. Et soudain, il se mit à chuter comme une pierre. Cayetano, saisi de peur, laissa tomber ses vêtements, et de ses deux mains protégeant son sexe, qui commençait à réagir. Il y eut alors un bruit, comme lorsqu'une vieille baraque se laisse emporter à ras de terre, et comme si la baraque était habitée. Cayetano entendit clairement un cri d'homme. Le nuage était tombé sur un homme. Le vent le traînait sur la terre aride et ses roches acérées. Un homme criait. Cayetano, qui un moment plus tôt s'était dit que si jamais le nuage lui tombait dessus, il ne ressentirait rien de bien méchant, s'empressa de se remettre dans ses vêtements et dans la foulée, se hâta de franchir la distance qui le séparait du point de chute et par conséquent de l'homme qui, par le malheur ou par hasard, devait s'accrocher au lentisque et se blesser par tout le corps au frottement de cette terre ingrate qui n'a jamais rien donné et pourtant tout repris. Il se mit à courir, puis se ravisa, entra dans la maison, en ressortit avec son fusil dans les mains, prenant toutefois le temps d'en vérifier le chargement. 2 chevrotines calibre 12 et autant dans la poche de son pantalon à peine ceinturé. Et il reprit sa course vers la prochaine colline, tandis que la nuit achevait de tomber et que le vent redoublait ses assauts partout où le ciel et la terre l'y autorisaient. Il s'approcha, en fusillé, le doigt sur la détente. Le nuage tombé du ciel était immobile, le vent était allé voir ailleurs. L'air était tranquille. Le nuage n'avait pas l'air d'un nuage, on aurait dit un tank. Avec son canon dressé, un tank marqué d'un Z, comme Zorro. S'il y avait un équipage là-dedans, ça ferait 3 hommes, mais l'un d'entre eux était accroché comme un cochon au fût du canon, il ne criait plus. Il avait entouré l'acier de ses bras et de ses jambes, sa tête pendait, on pouvait voir ses cheveux se découper dans le ciel. Cayetano manœuvra la sécurité de son fusil, position tir. Il dit en russe « Descends de là, je suis armé !» Et l'autre de lui répondre en russe « Je ne suis pas russe !» Le coup partit. La détonation se répandit en écho dans les montagnes environnantes. Ça n'en finissait pas de tournoyer, et alors il se passait quelque chose d'étrange, d'inconcevable. Cayetano, d'habitude plus prudent et circonspect, devant la probabilité de danger, se mit à frotter ses yeux. Le vent, les avait-il empoussiérés à ce point? Une ruse nouvelle destinée à surprendre l'adversaire. Cayetano ne se sentit soudain plus de taille. Et plus étrange encore et complètement inattendu, le tank s'était affaissé. Seule la tourelle pointant son canon, avec son homme pendu comme un cochon, demeurait ferme sur le sol. Tout le reste avait disparu, chenilles, protection explosive, enfin, tout ce que Cayetano savait d'un tank. Il en savait plus sur les vieux sous-marins de la marine, mais il avait été instruit notamment au sujet des chars russes, dont il connaissait la silhouette. Il y avait des tas de silhouettes ennemies sur les parois à l'intérieur du sous-marin, hommes casqués, navires, tanks, véhicules de toutes sortes. Désespéré d'avoir perdu tout moyen de réfléchir à la situation, il pressa de nouveau la détente. Boum! Et cette fois, la tourelle s'affaissa et disparut. Alors le canon du tank se dressa comme un poteau électrique au bord de la route. Et un homme se tenait à ce poteau, criant « Je ne suis pas russe !» « Moi non plus, » répondit Cayetano en bégayant dans sa langue maternelle. « Ne tirez pas, je vous en supplie !» Mais qui c'était ce type qui suppliait et qui s'approchait avec un canon de 125 dans les bras? Je vais vous le dire, un soldat ukrainien. Cayetano reconnut le trident mythique, un homme décoiffé, et pas que par le vent. Il jeta le canon, qui se laissa emporter par ce qui restait devant. Cayetano était en train de recharger son fusil. L'homme qui était maintenant tout proche ne tenta rien pour se défendre. Il parlait russe. Cayetano aussi. Qu'un Ukrainien parle russe, cela s'entend,
mais un vieil andalou. L'homme ne posa pas la question, il leva les bras et posa ses mains sur sa tête. « Je me rends, dit-il, avec un tremblement dans la gorge. « Je ne suis pas russe, répéta Cayetano qui se demandait comment il allait expliquer à cet homme qu'il parlait russe alors qu'il était andalou. Puis il ajouta, car l'autre le considérait d'un œil incrédule, « Je vous expliquerai ça chez moi, une particularité familiale. » « Vous avez un accent, constata le soldat, comme si cet accent le rassurait. Mais je ne reconnais pas cet accent. Où sommes-nous » Et il ne le saurait que le lendemain matin. Et il n'en reviendra pas. Il s'était jeté à genoux dans la poussière de la cour et s'était mis à prier en latin, que Cayetano pratiquait un peu aussi, et par solidarité chrétienne ou esprit de communion, il s'était joint à ce qu'il prenait pour un chapelet de déprécation. Mais non, c'est ici, on part. Chaque chose en son temps. Revenons à la nuit qui précède ces obsécrations. Cayetano était revenu sur les lieux en compagnie de son âne, Sidi. Il avait songé à utiliser plutôt le motoculteur qui était de force à tirer le temps pour le mettre à l'abri. Une fois dégonflé, il ne devait pas peser plus lourd que 4 boîtes de terre et de cailloux, mais le bruit de l'échappement était modifié par la rouille. Une pareille pétarade réveillerait toute la contrée, et même au-delà du désert. Autant ne pas y songer. Un tank russe, gonflable, un soldat ukrainien, il valait mieux se raisonner et renoncer aux facilités permises par le moteur à explosion. Il batta donc Sidi, comme l'aurait fait Sancho, et revint sur le flanc de la colline où le soldat l'attendait, pas sans rien faire, puisqu'il était en train de plier la carcasse du tank qui contenait encore assez d'air pour empêcher un pliage parfait. Le soldat parla en russe de cette perfection, un thème qui appartient au catholicisme comme la pureté à la réforme. Cayetano n'avait jamais eu l'occasion de s'enquérir du thème fondateur de l'orthodoxie. Et pourtant, il parlait russe, encore une histoire à raconter. Mais pour l'instant, il était question de chasser un maximum d'air, et le soldat, qui s'appelait Zenko, s'employait avec application et vigueur à peser de tout son poids sur la carcasse qui gémissait comme un femme au travail. Cayetano surveillait les valves. Un air étranger en sortait, qui ne sentait pas la terre, ni la figue pourrie, une odeur de poisson qui ne disait pas son nom. Il était bien temps de s'en préoccuper. Jolene, le soldat Zenko, qui était enfin un sergent, comme cela était venu dans la conversation, car les deux hommes s'entretenaient de choses et d'autres en attendant que la carcasse du tank se réduise à une dimension acceptable pour le transport, pestait comme femme au foyer. Mais le tank refusait de se laisser dégonfler à ce point, il fallut envisager de le tirer, et non point de le charger sur la carriole qui était attelée à Sidi. Cayetano désattela puis exhiba la longe, qui était celle qui servait à promener Sidi parmi les oliviers et les amandiers à la recherche de ces petites touffes d'herbe dont l'animal raffolait. Il n'y a rien comme la joie d'un animal pour éveiller chez son homme l'amour qu'il lui a promis en l'acquérant au marché. C'était il y a 8 ans déjà. Cayetano n'avait qu'une parole et Sidi en était pleinement satisfait. Il accrocha la longe au bas et le sergent Zenko se chargea de trouver comment s'y assujettir la carcasse du tank, ce qu'il finit par trouver. Mais si vous le permettez, Donna Elvira, je vais passer ces détails qui, à mon avis, et je pense que ce sera aussi le vôtre, ne servent pas la compréhension ni l'extension de ce récit. Et Sidi tira. Le poids l'impressionna d'abord, mais c'était un âne expérimenté. Et au bout de 3 ou 4 enjambées, si on peut parler de jambes à propos d'un animal qui n'est pas un cheval, et ne le sera jamais, Cayetano n'était pas pauvre, mais pas au point d'être riche, l'attela s'ébroua dans le chemin qui se mit à crisser de toutes ses pierres, et sans doute qu'on aurait vu la poussière s'élever si la nuit l'avait permis. Cayetano ouvrait la marche, et le sergent Zenko, un peu ahuri, parce qu'il constituait la suite de son histoire, se demandait comment elle finirait. Il n'allait pas tarder à le savoir. On ne quitta pas le champ de bataille à cheval sur un tank gonflable destiné à leurrer l'intelligence et l'imagination de l'ennemi, sans se poser un tas de questions sur le pourquoi et le comment. Il a fallu que ça tombe sur moi. Le vent n'explique pas tout, surtout que l'estuaire du Dniepr à la terre andalouse, il n'y avait plus que des kilomètres. Dans la conversation qui accompagnait comme une musique cet équipage inattendu, Cayetano apprit que le sergent Zenko connaissait la région pour y avoir passé de merveilleuses vacances d'été qu'hélas la guerre avait interrompues.
Il avait laissé sa tendre et belle épouse sur les lieux mêmes de leur villégiature avec ses 2 enfants, dont l'un n'était pas de lui, mais qu'il avait envie de considérer comme son fils, malgré les résistances bien compréhensibles de celui-ci, d'autant que son père légitime était non seulement un déserteur, mais aussi un assassin qui purgeait sa peine criminelle à la prison d'Acébuche, et qui serait ensuite fusillé comme un traître quand les autorités andalouses le renverraient dans le pays qui l'avait trahi. Ça vous dit quelque chose, hein? Comme quoi, il faut lire page après page et n'en sauter aucune. Cette histoire n'était pas totalement inconnue de Cayetano. Il en avait vaguement entendu parler, sans doute en avait-il lu quelques détails dans la Voz de Almeria. En fait, il en savait moins que vous. Il s'en ouvrit au sergent Zinco et blam! Celui-ci s'écroula comme un tronc sur la carcasse. L'âne fut stoppé net. Son élan était réduit à 0. Tous les calculs étaient à refaire. Il frappa de ses sabots la terre ingrate et secoua ses hautes oreilles. Cayetano se précipita. Le soldat avait perdu connaissance. Il le secoua un peu de la pointe du pied, mais l'évanouissement n'était pas fin, ce qui rendait ce transport plus difficile à assurer, même dans la pente, car heureusement on descendait maintenant vers la maison. Cayetano ne consulta pas Sidi, et en ânonnant, tira le sergent de dessus la carcasse du tank et se mit à le traîner par terre en le tenant par un pied. Sidi apprécia et reprit son effort. Une situation newtonienne venait d'être résolue. Cayetano était tellement en colère qu'il dépassa Sidi et sa charge, et on pouvait voir l'autre jambe du sergent faucher les asphodèles et contraindre les pierres à rouler sans amasser de mousse. Car vous savez, la mousse dans ces régions si proches du désert, mais on en reparlera de la bombe plus tard, car elle n'a pas encore explosé.